Plus d'un siècle après la Première Guerre mondiale, certaines zones de la forêt de Verdun présentent encore des traces mesurables des combats de 1916. On y retrouve des résidus de métaux lourds, des composés issus des explosifs, ainsi que des perturbations durables des sols. Ces éléments proviennent directement des bombardements massifs de la bataille de Verdun. La bataille de Verdun s'est déroulée du 21 février au 18 décembre 1916. C'est l'une des batailles les plus intenses et les plus longues de la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que ce front, pendant près de 302 jours, a été bombardé en continu. Bien bonjour jeunes gens, alors on se retrouve dans une vidéo un peu différente de d'habitude. On est toujours sur de l'apprentissage, de la vulgarisation scientifique, mais sur le terrain. Et là on va du coup explorer la zone rouge de Verdun. Donc Verdun c'est un peu cette zone rouge, c'est un peu le no man's land de chez nous, quoi. C'est un endroit où la bataille a fait rage de manière assez violente. Et donc on va parcourir la forêt de Verdun. Toutes ces zones, des endroits qui peuvent être importants, où il y a des mémorials, des mémoriaux, ce genre de choses. Et là déjà on a un casemate. Donc vraiment, c'est dommage, on ne peut pas y rentrer parce que l'entrée est justement pétée. On voit, je pense que l'entrée était ici, à cet endroit-là. Et donc, ils étaient sous terre à ce niveau-là. Et là, vraiment le casemate en lui-même, qui est assez impressionnant, il faut le dire. Les estimations historiques évoquent plusieurs dizaines de millions d'obus tirés sur une zone relativement restreinte. Cette intensité a profondément modifié le terrain. Le sol a été retourné, compacté, fragmenté par les explosions successives. La végétation a été détruite sur de larges surfaces et les structures naturelles ont été remplacées par une topographie issue des impacts d'obus. Alors je me trouve actuellement dans un autre espace de la forêt qui est très grande. Et vraiment je tombe là-dessus. Grosso modo ce qui est écrit c'est qu'il y a encore des militaires qui s'entraînent à tirer ici. Et littéralement ils s'entraînent toute l'année, c'est juste écrit du 15 au 21 du mois au cours, c'est les lundis et mardis. Du 1er au 15 au cours, c'est les mercredis et jeudis, des trucs comme ça. Donc là, par chance, il n'y a pas de tir, donc je peux rentrer tranquillement, sans m'inquiéter à me faire tirer dessus de manière totalement aléatoire. Cette fois, c'est une des plus grandes forêts de France, si je ne me trompe pas. Et ce qui est dingue, c'est que de base, il y avait une grande forêt comme ça. Il y a eu la guerre, où pendant cette guerre, c'était vraiment, comme je vous disais, un sorte de no man's land version Verdun, parce qu'il n'y avait plus aucun arbre, tout avait été explosé comme pas possible. Il y a juste quelques arbres qui ont dû survivre, mais on a principalement des arbres qui ont été replantés par la suite. Il y a une quantité astronomique d'arbres qui ont été replantés par les humains pour repeupler cette forêt qui était belle de base. Donc là, clairement, on peut dire que c'est une forêt qui en a vécu des choses. Après la guerre, l'État français devient propriétaire des zones les plus touchées et met en place une politique de gestion spécifique. Ces territoires sont classés en zone rouge, ce qui correspond à environ 10 000 hectares considérés comme impropres à l'habitation, à l'agriculture et à toute exploitation directe. En fait, rien que là, dans la petite forêt que j'ai trouvée, on a juste à regarder et on voit des trous, littéralement partout. Donc on croirait que c'est juste anodin, on se dit oui, juste la forêt est un peu mal formée, ou je sais pas, elle a des problèmes de santé, mais non. Enfin oui, aussi, mais surtout, en fait, ce sont plein de trous d'obus, d'explosions qui ont eu lieu. On a juste à voir, il y a littéralement, à chaque pas que je fais, il y a des trous là. On voit des trous là-bas, encore des trous là. Vraiment, dès qu'on avance, on voit vraiment des trous partout. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point ça a explosé partout. Et donc, cette forêt n'est plus praticable parce que littéralement, tous les endroits où il y a des explosions, où il y a des trous, c'est potentiellement contaminé et potentiellement encore d'autres obus qui n'ont pas été trouvés. Parce que chaque année, c'est énormément d'obus qui sont trouvés, qui sont détruits. C'est assez impressionnant. À partir de 1923, une politique de reboisement est mise en place par l'administration des eaux et forêts. Entre 1923 et 1931, c'est environ 36 millions d'arbres qui sont plantés. Ce reboisement a plusieurs objectifs comme stabiliser les sols, limiter l'érosion et sécuriser progressivement les zones les plus dangereuses. Cette transformation du paysage ne s'est pas faite sans opposition. Certains anciens combattants ont critiqué ce reboisement en raison de restes humains encore non identifiés. Donc des anciens combattants, des os
qui ont été retrouvés et non identifiés. Mais malgré ces oppositions, la politique forestière a été maintenue. En tout cas, c'est assez compliqué de marcher dans la forêt, parce que malgré les tonnes d'arbres qui ont été replantés, en fait, beaucoup sont en train de mourir de petit à petit. En fait, on voit le sol, voilà, c'est jonché d'arbres. Donc il y a bien sûr les gardes forestiers qui s'en occupent, qui essaient de regrouper tout ça de manière à nettoyer la forêt. En fait, la terre est tellement pourrie, tellement polluée, tellement toxique que les arbres meurent tous de petit à petit. Et là, je tombe sur ceci. C'est la tombe provisoire. Oh, je suis en train de me casser la gueule. Donc voilà, tombe provisoire du colonel Drian. Au début de la bataille de Verdun, en février 1916, le colonel Émile Drian commande des chasseurs à pied dans le bois de Corrèze. Son rôle est de tenir la position le plus longtemps possible face à l'offensive allemande. Pendant 2 jours, ces hommes résistent à un bombardement massif, puis à une attaque largement supérieure en nombre. Cette résistance est brève, mais décisive. Elle permet de ralentir l'avancée allemande et de donner du temps à l'armée française pour organiser la défense de Verdun. Le colonel Drian meurt ici, le 22 février 1916, et est enterré sur place dans une tombe provisoire. Je suis actuellement dans la forêt la plus toxique de France. Oui, carrément. Elle a littéralement le surnom de place à gaz. Enfin, c'est un lieu particulier dans cette forêt qui s'appelle place à gaz, car plein d'obus toxiques ont été incinérés ici. Et on a littéralement des barbelés puissance 10 000 juste devant nous. Quand je dis puissance 10 000, c'est vraiment les barbelés des militaires, hein. C'est pas les classiques du voisin d'à côté, enfin du fermier d'à côté. Alors par contre, je m'attendais à ce que ce soit grand, mais en fait ça fait juste un petit rond. Et donc dans cette zone-là, plein d'obus ont été incinérés, et il y en a potentiellement d'autres qui sont littéralement enterrés dedans. Donc en fait, voilà, c'est barricadé pour qu'on rentre pas dedans, parce qu'il suffit de marcher un peu violemment sur un obus qui n'est pas explosé pour que ça explose. C'est assez hardcore. Car oui, il y a beaucoup d'obus qui, pendant la Première Guerre mondiale, même pendant la Seconde, n'ont pas explosé. Pour une raison quelconque, ils ont atterri dans de la boue, donc le choc n'était pas assez violent. Et donc, ils sont susceptibles d'exploser au moindre choc. Voilà. Mais on voit quand même que la forêt a bien repris ses droits, parce que là, en fait, de base, il est censé ne plus avoir d'arbres, plus rien du tout. C'était une zone morte. Mais visiblement, ça a bien repoussé. Bon, ce que je dis n'est pas tout à fait vrai. En réalité, je me trouve devant un lieu sécurisé parce que des obus y ont été trouvés. Mais en fait, la place à gaz, elle est juste là. Ouais, c'est tout de suite plus impressionnant. Malgré le retour de la forêt, les sols de Verdun contiennent encore entre 12 et 15 millions de munitions non explosées. Ces obus datent de 1916, beaucoup n'ont pas explosé à cause de la nature du sol souvent boueux qui amortit l'impact. Après la guerre, plusieurs méthodes ont été utilisées pour s'en débarrasser. Destruction contrôlée, enfouissement ou incinération, aussi appelée verdanisation. Mais ces derniers ont laissé beaucoup de traces. Certains sites restent fortement contaminés, comme la place à gaz, où des obus chimiques ont été traités, et on retrouve encore aujourd'hui des concentrations élevées en arsenic. Même si la forêt semble normale, une partie des effets de la guerre est toujours présente dans le sol. Alors nous avons ici un endroit qui est très intéressant. Alors il est nommé le dépôt des munitions des 4 cheminées. Alors comme vous pouvez voir, il est quand même inondé. Et vu son nom, on peut conclure que c'était un dépôt de munitions. Alors c'est très impressionnant, il y a une sorte de grenouille, un crapaud, je sais pas trop ce que c'est là, un petit lézard, c'est marrant. Là de ce côté-là, je fasse attention parce que j'ai toutes mes affaires sur moi. Voilà, c'est vraiment assez intéressant. Alors je me suis rendu compte d'un truc vraiment pas mal. Si on écoute bien, il y a de temps en temps des gouttes qui tombent. Les échos sont incroyables. Je suis en train de rentrer dedans. Je m'en bats les couilles. Oh, petit tétard. Je sais pas si on le voit bien. Il y a des tétards un peu partout. Je me rends compte que
que c'est vraiment très grand et profond. J'ai mes clés de voiture dans ma poche, à tout moment ça tombe dedans. C'est très grand et très profond en fait, je pensais pas. J'avais l'impression que c'était juste un petit casemate, mais en fait c'est extrêmement profond, c'est impressionnant. Alors j'ai une question pour les personnes qui viennent de Verdun. C'est classique de chez vous de mettre un truc entrée ne pas danger. Entrée ne pas danger. Danger ne pas entrer, mais de laisser tout grand ouvert. C'est classique chez vous. Bon bah ça passe en mode urbex, hein. Pas le choix. Bon je vais y aller doucement, sachant que j'ai tous mes sacs. Oh par contre la petite fleur là, c'est un peu festounet, mais c'est comme ça. Donc là on est littéralement dans un des casemates. Bah du coup le casemate des 4 cheminées, donc juste avant on était dans la réserve de munitions et là on était vraiment dans le casemate. Donc ça permet vraiment de voir comme c'était à l'intérieur. Oh la vache, c'est super grand. Là il y a un mur, mais là-bas, ah si je vois le mur là-bas aussi. Ok. Donc là ça nous fait juste rentrer. Casemate du coup, c'est un endroit où les soldats se cachaient. Là, on voit plein de barbelés, on voit toutes sortes de choses. Là, on voit vraiment c'était de la brique et directement la roche. Ah, quoique, on voit c'est de la pierre taillée encore derrière. Donc, je fais attention, hein, on sait jamais. Je suis loin de chez moi en plus. Donc, j'essaie d'observer un peu, de faire attention à sous mes pieds et tout, tralala. Ne faites pas ça chez vous. On voit même pas. Coucou. Je me suis aveuglé. Bon, c'était clairement pas prévu que je visite ça. Alors une casemate, qu'est-ce que c'est ? C'est une structure militaire, en béton ou autre, conçue pour protéger les soldats et permettre de tirer tout en restant à l'abri des bombardements. Son nom, 4 cheminées, vient des conduits de ventilation visibles au-dessus. Il servait à faire circuler l'air à l'intérieur, ce qui était essentiel dans un espace fermé. Pendant la bataille de Verdun, ce type d'ouvrage servait à la fois d'abri et de point de défense. Avant la guerre, la région de Verdun comprenait plusieurs villages ruraux. Pendant la bataille de 1916, plusieurs de ces villages se retrouvent directement sur la ligne de front. Ils subissent des bombardements pendant des mois. À l'issue des combats, certains d'entre eux sont totalement détruits et ne sont pas reconstruits. Ces villages sont ensuite classés comme villages morts pour la France. Des exemples comme Fleury-Devant-Douaumont illustrent ce phénomène. Aujourd'hui, ces anciens villages ne présentent généralement plus de structures visibles. Les bâtiments ont disparu, les rues ont été effacées et les terrains ont progressivement été intégrés à la forêt. On ne parle pas de ruines classiques, mais de zones où les structures urbaines ont littéralement disparu. Je commence à avoir froid. Mais nous voilà donc dans le fameux village, enfin l'un des fameux villages qui a été détruit. Donc il faut savoir que de base, c'était pas prévu qu'il soit détruit, il était plutôt dans une place stratégique, il y a un fort qui est pas si loin que ça, mais il a tout de même été touché malheureusement. Et ce qui est intéressant, donc là il y a vraiment presque plus rien, il y a juste une chapelle qui a été mise, et celle-là elle a été reconstruite, hein. De base elle avait été détruite aussi. Et ce qui est intéressant c'est qu'ils ont mis vraiment ce qu'il y avait à l'endroit. Donc l'exploitation agricole, si on va un peu plus loin, j'avais vu quoi, il y a le boulanger là, le boulanger quand même. Et vraiment tout le long, il y a des panneaux avec ce qu'il y avait à ces endroits-là. Et je trouve ça plutôt intéressant parce que ça nous permet de nous rendre compte que c'était vraiment une ville. Je m'attendais à ce qu'il y ait des morceaux de murs, de bâtiments. Soit ils les ont enlevés, soit ça a vraiment été ravagé à tel point qu'il n'y avait plus rien. Mais c'est vraiment un lieu très intéressant. Il y a d'autres trucs là-bas, faudrait que je pense à aller filmer. Il y a une sorte de mémorial. Beaucoup de choses à voir, vraiment, en fait cette forêt est vraiment grande, hein, c'est une des plus grandes de France, comme je l'ai dit juste avant, et à chaque recoin il y a un nouveau truc. Il y a des trucs que j'avais pas prévus, je tombe dessus, je suis en mode oh trop bien, je vais pouvoir développer là-dessus. D'ailleurs il y a voilà, le maire de cet endroit, commandeur de la Légion d'honneur, 77-2008. Sur le terrain, ces villages ne sont plus identifiables comme des ensembles bâtis. Ils sont recouverts par la végétation et intégrés dans le paysage forestier. On peut parfois observer des indices très discrets, comme des variations de relief, des différences dans la densité de végétation ou des alignements des sols. Mais il n'existe plus de structure architecturale visible dans la majorité des cas, ou alors des bâtiments qui ont été construits après-guerre.
Après l'armistice, les autorités prennent conscience de l'ampleur du problème posé par les corps non identifiés. Lorsqu'il se rend sur les anciens champs de bataille, Monseigneur Ginistri découvre une réalité particulièrement difficile à appréhender. Le terrain est encore jonché de restes humains. Dans de nombreuses zones, les corps ne peuvent pas être récupérés individuellement, soit parce qu'ils sont fragmentés par les explosions, soit parce qu'ils sont mélangés à la terre et aux débris. L'intensité des bombardements a rendu toute identification impossible dans une grande partie des cas. Face à cette réalité, une solution collective est envisagée. L'idée est de regrouper les restes non identifiables dans un lieu unique, afin de leur donner une sépulture commune. Ce choix conduit à la création de lieux dédiés au recueillement, où sont rassemblés les restes des soldats inconnus. Ces sites deviennent des points centraux de mémoire, représentant non pas des individus identifiés, mais l'ensemble des disparus de la bataille.